Salut! Alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur un cliché qui a toujours encore la vie dure, qu'on retrouve d'une manière systématique ici ou là, rabâché ad nauseam, qui se retrouve sous différentes formes et qui finalement peut se résumer à ceci. Alors cette affirmation, on a plusieurs variantes, ça peut être ici j'ai mis 96, des fois c'est 98, enfin bon. C'est souvent affirmé par des audiophiles qui ne peuvent pas saquer l'audio numérique, et encore moins le CD, parce qu'ils considèrent que c'est de la grosse bouse, que c'est incapable d'avoir la résolution nécessaire pour avoir la finesse, on va dire par exemple du vinyle. Hein. Donc, on va regarder un peu plus près cette affirmation. Alors, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et quelles sont finalement les caractéristiques physiques et les concepts qui sont cachés derrière ce cliché qu'on retrouve d'une manière générale, répétée, alors qu'en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça et certainement pas aussi affirmative. Alors, nous allons voir un peu au tableau. Qu'est-ce que la dynamique? Qu'est-ce qu'un rapport signal sur bruit? Et qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de l'audio numérique et par exemple dans le domaine d'un DAC, d'un ADC, etc. Et voir si réellement le CD a bien une dynamique de 96 décibels. Ok, donc dans cet épisode, on va couvrir un certain nombre de domaines qui à eux seuls nécessiteraient des heures d'explication s'il fallait les couvrir. Alors je ne vais prendre que le strict nécessaire pour pouvoir se concentrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait à cette affirmation qu'on peut lire, alors que ce soit 96 ou 98 ou d'autres choses, cette affirmation sur la notion de dynamique d'un CD, la dynamique d'un système numérique en général, avec une résolution de tant de bits. Alors, ce qui nous intéresse ici, avant toute chose, c'est de commencer par essayer de comprendre ce qu'on entend par dynamique et ce qu'on entend par le concept qui est souvent rattaché, ou même souvent confondu, la notion de rapport signal sur bruit. Alors, autant le rapport signal sur bruit est quelque chose qui est parfaitement défini, hein, sa définition est très très claire. La définition du rapport signal sur bruit, c'est le rapport entre la puissance d'un signal au maximum, sans être distordu, qu'un système peut fournir, par rapport à la puissance de bruit que le système produit d'une manière spontanée. Okay. Ça, c'est la définition même et elle est immuable. La notion de dynamique, elle, par contre, on peut avoir des tonnes de définitions et la notion de dynamique est en fait un concept flou et finalement, vaut mieux carrément l'oublier parce que ça, souvent, on pourrait tomber sur des résultats qui seraient absurdes. Alors, pourquoi la notion de dynamique, souvent, n'a même pas de sens du tout? Alors, la définition la plus classique de la dynamique, c'est le signal le plus fort qu'on puisse obtenir sur le signal le plus faible qu'on puisse obtenir. Sous la forme signal le plus faible, c'est-à-dire un signal qui soit juste, qui ne soit pas distordu, qui ne soit pas autre que du bruit, c'est-à-dire un signal utilisable sans qu'il y ait une influence extérieure qui puisse l'empêcher de l'utiliser. Alors, dans le cas analogique, c'est souvent confondu avec les rapports signal sur bruit, parce que le bruit empêche d'aller plus loin. Donc ça, c'est un concept qu'on comprend facilement, donc la notion de dynamique et de rapport signal sur bruit sont souvent confondus avec quelques petites nuances rhétoriques près. Dans le monde numérique, ici, on se retrouve face à un autre problème, qui n'existe pas dans le monde analogique, c'est le fait, et ça, on a tendance à oublier, c'est le fait que le zéro est parfaitement défini et existe en tant que valeur juste. Chose qui n'existe pas physiquement en analogique. Il ne faut pas oublier que le numérique, c'est avant tout des nombres qui sont stockés ou qui transitent dans un système. Ça n'a rien à voir avec une grandeur physique. Ce sont des données, ce ne sont pas des grandeurs physiques a priori. Même si, dans la suite, on va les associer à des tensions, parce qu'on va simplement convertir ces nombres en des grandeurs, disons, électriques,
via une conversion numérique analogique parfaite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier ce système en tant que système numérique, c'est-à-dire essentiellement composé de nombres. Or, la notion de signal nul est parfaitement définie et totalement juste dans le monde numérique. Le 0, c'est 0. Donc, si on prend l'aspect dynamique comme le signal le plus fort disponible par rapport au signal le plus faible disponible, dans ce cas-là, la dynamique, en toute rigueur, serait infinie, quel que soit le nombre de bits de résolution qu'on a sous la main. Donc, cette notion de dynamique, à part faire des jeux rhétoriques, c'est pas très précis et, à mon avis, il faut plutôt l'éviter. Alors, pourquoi parler de dynamique et de rapport signal sur bruit à ce niveau-là? C'est surtout pour mettre en avant une chose qui est fondamentale. Dans le monde analogique, le bruit est essentiellement un nombre de phénomènes extérieurs au système qui viennent s'ajouter au signal et qui viennent, disons, perturber ce qu'on veut en sortie. C'est pour ça que quand on étudie les systèmes, on met souvent des sources de courant ou de tension de bruit qui sont des sources rajoutées dans les schémas et on étudie des systèmes avec ça en plus. Dans le domaine numérique, il n'y a pas de source de bruit, il n'y a pas de source de tension, de courant, de quoi que ce soit. Dans ce monde numérique, la notion de bruit ne vient qu'exclusivement à partir du signal lui-même. Le signal issu, par exemple, d'une conversion analogique numérique, c'est-à-dire les nombres obtenus, contiennent en eux-mêmes une notion de bruit, qui est en fait, on pourrait appeler ça une forme de distorsion, que l'on appelle bruit numérique. Alors, nous, on va étudier la notion de distorsion due au fait que les valeurs issues d'une conversion ou des valeurs qui ont été générées artificiellement par un ordinateur, qui tiennent sur une résolution limitée en nombre de bits, fait qu'on a un certain nombre de valeurs discrètes disponibles qui n'est pas infinie. On n'a pas une résolution infinie, donc on a une erreur qui vient se mettre là-dedans. Et cette erreur, qui est due simplement une troncature, c'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Okay. Mais cette erreur n'est due qu'au signal lui-même. C'est intégré au signal et il n'y a aucune autre source que le signal lui-même de bruit. Alors ça, c'est une différence fondamentale par rapport au monde analogique, ce qui fait que ce n'est qu'un exemple du danger que l'on a à raisonner en analogique quand on travaille en mode numérique. Les phénomènes sont souvent extrêmement différents, sont même carrément incompatibles entre eux, et il est un piège que je vois très couramment des gens qui ont l'habitude de travailler en analogique et qui parlent du numérique. Alors, les meilleurs exemples et les plus flagrants, on les trouve par exemple dans les anciens numéros de l'Audiophile, où des gens qui sont assez ardus en analogique, comme par exemple Guy Marek ou d'autres gens qui ont fait des tas de montages, lorsqu'ils abordent le domaine du numérique, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris les fondamentaux qu'il y a derrière. Ils raisonnent en tant qu'électroniciens analogiques. Alors ça, c'est une chose que je veux vraiment mettre en avant, c'est dès qu'on rentre dans le monde numérique, les règles ne sont pas les mêmes. Et la notion de bruit, par exemple, n'est pas du tout la même que la notion de bruit que l'on rencontre en analogique. Alors, pour illustrer ça, alors je me suis fait chier à faire ce schéma, j'ai mis du temps à le faire parce que c'est assez chiant à dessiner ces choses-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai représenté ici un signal, le noir ici, qui est le signal, disons, théorique, analogique qu'on a voulu capturer. En rouge, ça représente en fait, ici j'ai mis les plateaux, ici ce sont les valeurs que le système peut obtenir, ce sont des valeurs discrètes. Elles sont séparées d'un pas. Il faut bien voir que dans le système, ces valeurs-là sont des nombres. Ce sont des nombres. Et ce nombre-là vaut tant, celui-là vaut tant plus 1, tant plus 2, tant plus 3, tant plus 4. Après, on peut les imaginer comme des tensions, simplement parce qu'ils vont être convertis en tension à la fin par un DAC, et il y a une tension de référence qui est saucissonnée en petits bouts. Et ces petits bouts, c'est l'amplitude d'un pas ramené à une tension. Mais ici, ces systèmes-là ne peuvent atteindre que des valeurs discrètes, et rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a pris un signal analogique continu, comme celui en noir, et qu'on a utilisé une conversion analogique numérique, on va dire parfaite, au niveau autre du fait que ce soit discrétisé, et on va obtenir quelque chose comme la courbe rouge.
Ici, on a une conversion qui s'adapte au plus proche. Ça peut être aussi des conversions qui sont des troncatures. Dans ce cas-là, c'est la même, sauf qu'elle est descendue, on va dire, d'un demi-cran. Donc, le rouge, c'est ce qu'on a en tant que donnée, en tant que valeur numérique. Et c'est celle-là qui nous intéresse. À la limite, le truc d'avant, on s'en fout. Dans la vraie vie, il n'y a pas que le fait que ce soit discrétisé qui sont des sources de bruit et d'erreurs. Il peut y avoir des bruits qui ont été capturés lors de la conversion analogique numérique, mais ça n'est pas le sujet. Hein. Nous, notre sujet, c'est qu'est-ce qu'intrinsèquement un système numérique composé de nombres peut avoir comme défaut. Hein. On est après tout ADC ou autre système. Bon, supposons qu'en fait, c'est carrément généré par un ordinateur. On va dire. Donc, on a ça. On voit que ici, je ne parle pas de fréquence d'échantillonnage. J'en parlerai après là-dedans. On suppose, pour la clarté de la figure, que la fréquence d'échantillonnage est très très élevée et qu'on est en fait ici avec quelque chose de quasi continu ici. On suppose vraiment ici que la fréquence d'échantillonnage est très très élevée pour avoir quelque chose de lisible. Alors, on voit bien qu'entre la courbe rouge et la courbe noire, il y a une différence. Alors, la différence, c'est le bruit numérique, dû à ce qu'on appelle la quantisation, la quantification, c'est-à-dire le fait qu'on émet des valeurs discrètes en tant que résultat d'acquisition. C'est ça le bruit. Le bruit correspond aux écarts qu'on a dans le temps entre la courbe rouge et la courbe noire. Échantillon après échantillon. Alors attention, ici la fréquence d'échantillonnage, elle n'est pas visible. Ça, ce ne sont que des sauts qui arrivent. Ça, ce n'est pas la fréquence d'échantillonnage. Elle est autre. On n'est absolument pas dans ce domaine-là. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, l'erreur, elle est toujours contenue dans un pas. Elle est toujours plus faible qu'un pas. Au maximum, elle peut être égale à un pas. Parce qu'à partir du moment où l'erreur devient plus grande qu'un pas, on passe au pas d'après. Donc, on retrouve une erreur qui redevient inférieure. Donc ici, j'ai symbolisé, là, une courbe qui est parallèle à celle-là. Et cette courbe rouge, j'ai représenté la différence entre la courbe rouge ici et la valeur qu'on voudrait obtenir. Donc on obtient des choses comme ça. Hop. Ici, on obtient des choses qui sont soit des courbes plus ou moins droites, verticales dans un sens, verticales dans l'autre. Tout dépend si le signal traverse des valeurs dans un sens ou les traverse dans l'autre. Avec de temps en temps des changements de direction, comme ici, où on se retrouve avec des bouts comme ça. Alors, ici, on se retrouve avec l'erreur représentée, qui est ici, vu que c'est un système qui fait un arrondi, qui se retrouve entre moins demi-pas et un demi-pas d'amplitude. On pourrait imaginer ça sous la forme de tension, qui est le pas de tension, plus ou moins la moitié du pas de tension qui sera sorti d'un DAC parfait. Okay. Donc ça, c'est l'erreur. On obtiendra toujours ce genre de dessin, soit des bouts comme ça qui rebiquent parce qu'on est à un maximum, soit des traits orientés dans un sens ou dans l'autre, plus ou moins droits, selon la pente par laquelle le système va traverser les différents niveaux, et on va toujours obtenir quelque chose d'analogue. Alors, cette erreur-là, on considère que c'est le bruit numérique du système. C'est ça. Donc, le bruit est entièrement contenu dans le signal. Ce n'est pas une source extérieure. C'est quelque chose qui est fondamentalement différent au monde analogique. Ok. Alors, comme on voit que le bruit est entièrement lié au signal, comment étudier ça sous la forme de notion de bruit? Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites il y a assez longtemps, c'est fin des années 40, donc ça ne rajeunit pas, ça fait plus de 60 ans. Il y a eu une étude pour voir un petit peu comment on pourrait simplifier ce genre de trucs sous la forme de quelque chose qui ressemble à la réalité lorsque le signal, les signaux dont on fait l'acquisition sont des signaux standards qui n'ont pas spécialement de forme privilégiée. Alors, après une étude assez approfondie, on remarque que si ces systèmes-là ont toujours le même style de contenu, des traits ou éventuellement des trucs qui rebiquent, qui arrivent d'une manière relativement peu courante par rapport au nombre de fois où on coupe des niveaux, en fait, ça arrive à la conclusion qu'on peut considérer comme version simplifiée du bruit
que le bruit est constitué ici, mais simplement de traits comme ça. Mettons ici, je vais la faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que le bruit numérique dû à la quantisation peut être considéré comme étant une succession de traits droits. Ici, je parle ici de traits qui sont des lignes, donc de signaux triangulaires. Qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Le bruit sera exactement le même. Ce qui nous compte, c'est l'énergie qu'il y a là-dedans. Et disons, ces retours-là sont trop anecdotiques pour avoir vraiment un effet. Disons, dans des signaux aléatoires standards. On peut toujours imaginer des signaux où ce n'est pas vrai. Hein. Mais là, c'est juste une étude générale avec un modèle simplifié de bruit qui nous permet d'avancer pour pouvoir étudier ce bruit en soi. Parce que tel qu'il est là, je ne peux rien en dire, parce que ça dépend complètement du signal que j'ai utilisé. Alors, le résultat de ces travaux, c'est qu'on peut souvent considérer que le bruit n'est qu'une succession de traits droits comme ça, plus ou moins larges, selon la vitesse par laquelle le signal traverse des valeurs discrètes. Mais c'est quelque chose qui approche suffisamment bien pour pouvoir continuer à étudier le bruit. Ok ? Donc, et c'est comme ça que l'on va continuer. Alors, ici, ces traits-là, ici on en voit, mais moi je vais étudier le fait que les signaux sont exclusivement constitués de ce genre de traits, comme ça, en ignorant ce genre de trucs et en retournant les versions qui sont dans l'autre sens. Alors, on voit que ces traits-là vont avoir une largeur dépendante du signal. Cette largeur que j'ai notée T. Comme j'ai souligné ici, ce T ne dépend que du signal. Il ne dépend absolument pas de la fréquence d'échantillonnage. Et la fréquence d'échantillonnage n'a rien à voir avec ça. On la suppose pour l'instant suffisamment grande pour ne pas nous embêter là-dedans. Je ne l'ai même pas dessinée. Hein. Alors, cette largeur ici va varier en fonction du signal en lui-même, selon si le signal est plus ou moins rapide. Mais ça reste quand même des signaux triangulaires d'une largeur T quelconque. Ok. Donc, on va étudier le comportement d'un bruit qui serait exclusivement composé de ce genre d'éléments de largeur variable et qui reste une succession de traits droits, de signaux triangulaires de largeur variable sur une durée indéterminée. Ok. Alors, première chose qu'on va faire, c'est on va revenir sur la définition du rapport signal sur bruit. Ok. C'est une chose extrêmement importante parce que là, on va rentrer dans un domaine particulier qui est la notion de bruit. La notion de bruit est une notion qui n'est pas évidente à appréhender, tout simplement parce que la notion de bruit n'est pas considérée comme une valeur instantanée à un instant T, mais c'est considéré comme ce qu'on appelle une variable aléatoire. C'est-à-dire qu'un bruit peut avoir n'importe quelle valeur à un moment donné, mais cette valeur suit un certain nombre de règles. Elles sont cantonnées à un certain nombre, à un intervalle, et dans cet intervalle-là, elles peuvent être distribuées d'une manière plus ou moins différente. Et les bruits ne s'additionnent pas comme des tensions. Les mathématiques associées aux notions de bruit, de densité de bruit et de choses comme ça, sont différentes de celles que l'on a lorsqu'on manipule des tensions ou des choses comme ça. Alors, ceci est très important parce que là, on manipule des grandeurs qui restent moins intuitives que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, le rapport signal sur bruit, je l'ai écrit ici. Rapport signal sur bruit, le SNR, rapport signal sur bruit. Ça c'est la version anglaise du truc. C'est la puissance, on va dire max du signal, sur la puissance du bruit. Ce sont des notions de puissance. Parce que le bruit a une valeur inconnue. Donc la valeur instantanée du bruit, on ne la connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est que globalement, il se comporte de telle manière, donc on pourrait le substituer à quelque chose de constant qui aurait une certaine valeur. Ok ? Donc, ici, notre bruit numérique, qui est composé en fait de choses comme ça,
on va prendre quelque chose comme ça. Hop. Ici, ça vaudra plus 0,5 fois le pas. Ce que j'ai appelé le pas ici, c'est le pas de résolution. C'est la valeur minimum du pas. Alors, ça peut être une valeur minimum en volts si on est en sortie de DAC, ou ça peut être une unité, vu que ce sont des nombres. Donc, le bruit est toujours compris entre moins 0,5 et plus 0,5 pour des systèmes qui arrondissent. Si c'était des systèmes de troncature, ce serait entre 0 et P. Après, différents systèmes ont différentes conventions. Donc, on se retrouve avec ce genre de truc. On se retrouve avec une succession d'erreurs comme ça, dans le temps. Il y a tout un lot qui sont plus ou moins larges. Alors, j'en prends un au pif dans le lot, et pour simplifier l'écriture, je dis qu'il va commencer en moins t sur 2 et il finit en t sur 2. Donc, il a une largeur t et une amplitude de p. Ok. Ça, c'est nos valeurs. Mais, en gros, on pourrait considérer, par exemple, que ce sont des tensions. Mais ce ne sont pas des puissances. Ça, ce n'est pas des puissances. Alors, on peut passer d'une tension aux puissances via, par exemple, une résistance. On peut passer en disant P égale U carré sur R. C'est-à-dire que ce bruit ici, si on l'avait en sortie de DAC, on aurait une tension. Et si on charge avec une résistance, on aurait ce signal-là qui produirait une puissance dans une charge. Bon, ici, je peux tout simplement écrire la puissance max du signal, ce serait, on va dire, la tension U carré max, par exemple, que le DAC pourrait fournir sur R. Et la puissance de bruit, ce serait la résistance R divisée par le U carré, on va dire, RMS. On verra ça, pourquoi le carré RMS. Mais disons qu'on peut substituer les puissances à une notion, par exemple, de tension sur une résistance, sur une charge. Ici, la charge importe peu parce qu'elle s'annule. Donc, le rapport signal sur bruit, c'est le rapport de puissance, mais c'est aussi égal au rapport des tensions au carré, des valeurs quadratiques des tensions. Et ce sont des tensions RMS, c'est-à-dire ce sont des tensions moyennes issues d'un calcul. Ce ne sont pas des tensions, disons, instantanées à un instant donné, parce qu'on ne peut rien dire, vu que ça varie tout le temps en permanence. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer, ici, si on veut calculer ça, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la valeur RMS de ça. Et là, on va pouvoir substituer toute cette succession de Dancy avec une valeur RMS qui, elle, devient un nombre qui caractérise ce système-là, en fait, qui est la valeur équivalente constante qui aurait le même comportement énergétique que ce système-là. La valeur RMS, c'est ça. Hein, c'est la valeur équivalente à valeur équivalente constante qui aurait le même comportement en puissance que la valeur variable qu'on veut étudier. C'est vraiment une substitution qui simplifie les calculs. Alors, comment on calcule? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est donc calculer ces valeurs RMS de ce style de signal sur une largeur, un temps donné. Alors, le calcul de la valeur RMS, ici, valeur quadratique carrée, la valeur RMS carrée, c'est cette formule-là. C'est l'intégrale sur la période divisée par la largeur du truc. Ça, c'est par définition. Et la valeur RMS, c'est la racine carrée de ça. C'est ici. On appelle la tension RMS. Ici, c'est une tension quadratique, élevée au carré. Donc, ici, on ne peut pas dire que ce soit un truc très difficile à faire. Alors, on peut facilement faire le calcul. Je rappelle ici, le T ici n'a rien à voir avec la fréquence d'échantillonnage. Donc, si on veut calculer la valeur RMS de ça, cette valeur RMS, je vais l'appeler E bar. Ici, ça va être une valeur au carré si je garde cette formule-là. Ça va être du 1 sur T. On intègre entre moins T sur 2 et T sur 2. Mais de cette valeur-là, ici, j'ai considéré que c'était 0. Okay. Pour simplifier l'écriture, en fait, cette valeur-là, c'est... Si j'appelle ça epsilon, qui est la tension, on va dire, instantanée en temps. On va dire c'est une tension, mais c'est un pas, enfin, c'est une tension équivalente, on va dire, dans le système. C'est ce qui serait en sortie de DAC si on convertissait en tension. Alors, pour éviter de faire les erreurs de calcul, je l'ai ici. Donc, c'est P fois
t sur t au carré dt. En fait, c'est simplement ça. On voit bien que sur t, ça varie de p. Donc la pente, c'est p sur t. Et comme c'est constant en t, bah, c'est t, quoi. C'est p sur t, grand T fois petit t. Vraiment, c'est l'équation de la droite ici. Hein. LV au carré. Voilà. Alors, ça, on peut guère faire plus simple, intégrer. On va l'intégrer à la fin. Le résultat, bon, pour éviter de faire des erreurs de calcul, je l'ai directement. Ça va faire du p carré t3 sur 3t2 pris entre moins t sur 2 et t sur 2. Et ça, si on l'a, si on le calcule, alors il ne faut pas oublier le 1 sur t là. Voilà. Alors ça, si on le calcule, eh bien on se retrouve avec le truc tout simple, p carré sur 12. Et ça, c'est la valeur moyenne quadratique de ce type de signal. Alors, chose très intéressante là-dedans, c'est qu'elle ne dépend pas de t. Donc, ça, quelle que soit la largeur de ce truc-là, on aura toujours la même valeur quadratique de tension. Et donc, ça, sur tout le temps, que ça soit large comme ça ou comme ça, on s'en fout. C'est une succession de choses qui ont tous la même valeur. C'est ça l'intérêt de ce genre de calcul, c'est qu'on a transformé quelque chose qui varie tout le temps en une grandeur constante et fixe. Et cette valeur est la valeur carrée de la tension RMS de bruit associée à un système qui aurait une erreur calée sur ce style de comportement. Là, simplement, ça a été étudié que c'est très proche d'un système qui se fait comme ça. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Dans la réalité, ce ne sont pas des droites, mais ça ressemble beaucoup à ce résultat. Alors, on peut toujours imaginer des signaux pour lesquels ça, c'est faux, parce que l'erreur ne se comporte pas comme ça. Si je prends un signal carré et que j'en fais la digitalisation, je risque d'avoir des valeurs d'erreur constantes et qui changent d'un coup, parce que le signal carré est passé d'une valeur à l'autre. Donc, on a un système, on va dire, à deux portions. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, il existe des signaux particuliers dans lesquels ça ne fonctionne pas. Ça a été choisi parce que ça correspond à peu près au comportement d'un signal aléatoire qui n'a pas vraiment de spécificité et qui ne soit pas spécialement lié à quoi que ce soit sur le système. Il faut bien comprendre que ça, c'est une étude statistique globale sur un système qui n'a rien de particulier au niveau du signal d'entrée. Hein. Et donc, il y a forcément des signaux spécifiques qui vont donner un effet qui ne sera pas celui-là. Il faut bien comprendre ça. Hein. Ok. Donc, ici, on a évalué quoi? On a évalué que la tension que j'ai notée U carré RMS, en fait, qui est mon E bar carré ici, c'est le pas sur 12. Ce résultat dit quoi? C'est que le bruit dépend du pas. Le pas dépend de la résolution, du nombre de bits du système. Donc, on voit tout de suite le niveau de bruit est totalement lié au pas. Ok? Alors, là, j'ai fait le rapport de grandeur de fait. Mais on travaille plutôt avec des décibels. Donc, on va l'écrire plutôt d'une manière habituelle. Le rapport signal sur bruit ici. Ce sera, comme c'est un rapport de 2 puissances, ça va être 10 log, là je dirais en décibels, 10 log bon, de P max sur P bruit. Et comme ici il y a un carré, ça va être aussi 20 log de U max sur U bruit. Sachant que ça, ce sont toujours des valeurs RMS. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans des valeurs RMS fixes, valeurs équivalentes au système variable dans le temps, mais qui varient selon des règles, a priori, purement statistiques. Okay. Donc, ici, on a évalué cette valeur-là. Maintenant, si on veut calculer les rapports signal sur bruit, il y a une chose qu'on voit tout de suite, c'est que ça dépend de la valeur RMS du signal d'entrée. Et c'est là que cette affirmation
devient finalement fausse et vraie, et elle devient discutable, on va dire. Voyons voir. Prenons un signal d'entrée qui est une sinusoïde. Alors cette sinusoïde, elle va bien pour le fait d'avoir considéré l'erreur comme des barres, parce que l'erreur d'une sinusoïde, ça fait un truc comme ça. Quand on le dessine, ça c'est le bout de la sinusoïde, et à chaque fois on a des choses comme ça. À part l'extrémité, tout le reste se comporte assez bien comme des barres penchées. Okay, donc, dans le cas du sinusoïde, ou dans le cas d'un signal qui va varier régulièrement d'un extrême à l'autre, ça colle assez bien, à part quelques cas anecdotiques au milieu. Donc on peut utiliser ce bruit RMS en pas carré sur 12 comme valeur de bruit RMS. Alors, le rapport signal, je vais commencer par le cas 1 d'une sinus. Le rapport signal sur bruit, on va prendre le sinus le plus grand possible qu'on puisse avoir sous la main. Alors, ça dépend du nombre de bits qu'on a pour le créer. Le sinus, lui, il va se retrouver avec une amplitude qui va être la moitié du nombre d'états possibles d'un côté, moitié du nombre d'états possibles de l'autre, ramené aux valeurs RMS, on divise par racine de 2. Alors, la valeur RMS de la valeur max, c'est quoi? C'est P fois 2 puissance n sur 2 fois 1 sur racine de 2. Sachant que P ici, c'est le pas, on va dire en volts. Hein, c'est ce qui sortirait en sortie de DAC. C'est le pas, c'est la valeur de l'incrément qui dépend du truc. Pourquoi sur 2? Parce qu'on a la moitié du signal d'un côté et la moitié du signal de l'autre par rapport au 0. Hein, donc il y a juste, ce qui nous intéresse quand on fait une valeur RMS d'une sinus, c'est on prend qu'une moitié et on divise par racine de 2. C'est la valeur RMS. Donc pour ça, j'ai pris 2 puissance n sur 2, qui est le nombre d'états complets, divisé par 2 pour prendre la moitié, on divise par racine de 2, et on multiplie par en fait la valeur en volts, on va dire, de chaque pas. Ça, c'est la valeur RMS max. Et la valeur RMS du bruit, je l'ai, c'est la racine du truc de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est P sur racine de 12. En fait, c'est racine de, j'ai noté epsilon bar carré. Voilà. Alors, le rapport signal sur bruit, oui, c'est SNR, oui c'est ça, c'est Signal Noise Ratio. C'est simplement, ça va être P 2 puissance n sur 2, 1 sur racine de 2, divisé par P sur racine de 12. Alors, si on réécrit ça sous la forme finale, que je l'ai ici, pour éviter de faire des erreurs, je pourrais le faire tout seul, mais ça va faire alors, on va le simplifier, le P s'en va, je vais avoir du 2 puissance n sur racine de 2 sur racine de 12. Ici, je vais avoir un petit peu sur racine de 12, non, racine de 12 il est ici, et ici j'ai un 2, voilà. Ça ici, ça fait du 2 racine de 3, et ça, le 2 ici s'en va. Donc ça fait 2 puissance n fois racine de 3 sur 2. Ok. Si je le mets en décibels, ça fait 20 log de ça, 2 puissance n fois racine de 3 sur 2. Ou si je déplie le tout, ça fait 20 log de 2 fois n plus log de racine de 3,5 qui est une constante. Et là, on retrouve quoi? On retrouve la formule qu'on voit un peu partout. C'est en gros 602n plus 1,76. Je crois que 1,76, c'est ça. C'est cette fameuse formule que l'on voit là, un peu partout, qui donne ce qu'on appelle la dynamique, en fait c'est rapport signal sur bruit d'un système numérique de n bits lorsqu'on l'alimente avec un signal sinusoïdal. Mais ça, ce n'est valable que dans le cas d'un signal sinusoïdal. Si je l'avais amené avec un signal triangulaire,
la valeur RMS max, c'est pas ça, c'est P2 puissance n sur 2, c'est la valeur 1 sur racine de 3. Et bien dans ce cas, le rapport signal sur bruit n'a que ce terme-là. Celui-là se supprime à cause du racine de 3 là. On n'a plus ces termes-là. Donc, il peut y avoir des guerres d'école entre dire la dynamique c'est 6,02 fois le nombre de bits, ou non, la dynamique c'est 6,02 fois le nombre de bits plus 1,76. En fait, ni l'un ni l'autre n'a raison, ni l'un ni l'autre n'a tort. Il y en a un qui a raison si c'est un signal triangulaire, l'autre qui a raison si c'est un sinus, etc. La réalité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose qui tourne autour parce que ça dépend du signal qui rentre. Ok ? Alors imaginons si j'avais mis un signal carré. La valeur RMS, ben, c'est la valeur elle-même parce qu'on est vraiment aux deux extrêmes. Et on se balade aux deux extrêmes, il n'y a pas de 1 sur racine de 2. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire le calcul parce que le bruit RMS, c'est pas P sur racine de 12 dans ce cas-là, parce que la forme du bruit ne correspond pas à une forme d'ANSI, mais des formes de valeurs fixes qui oscillent entre deux valeurs. Donc on n'obtient pas ce calcul-là. Il faut bien faire attention. En fait, on peut démontrer que le cas le plus favorable, c'est le cas sinusoïdal avec cette formule-là. Mais c'est un cas théorique qui est la limite que l'on ne peut pas dépasser. Mais c'est tout. En pratique, ce sera inférieur à ça parce qu'on n'est pas dans ce cas idéal. Donc voilà. Voilà deviennent ces formules. Donc elles sont approximatives, elles disent quelques trucs, mais elles ne disent pas tout. Et en fait, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est vraiment important de comprendre ça. Alors, je n'ai pas parlé jusqu'ici de fréquence d'échantillonnage. Je l'ai laissé de côté. Ben, je l'ai laissé de côté, tout simplement. Alors, il est important de parler de la fréquence d'échantillonnage parce que on n'a pas tout dit là. Là, on s'est arrêté à le rapport signal sur bruit, ben, en fonction du nombre de bits. Bon, ça dépend du système, ça dépend du signal, etc. Mais en fait, il manque un bout là-dedans. Alors, on va parler un peu de bruit, justement. Maintenant, j'introduis la fréquence d'échantillonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système, il a une bande passante qui s'arrête à ce que j'ai appelé Fs, sa fréquence d'échantillonnage. Mon système a tout son contenu qui est là-dedans, par définition. Il n'y a rien là-bas. Toute fréquence qui serait à l'extérieur va se retrouver à l'intérieur à cause du repliement dû à l'aliasing. Donc, mon système, tout est là-dedans. Alors, à la suite de ces travaux donc de fin des années 40, non seulement il a montré que ça se rapproche assez donc, du P carré sur 12 au niveau de la valeur quadratique de tension de bruit de ces systèmes, ça se rapproche assez de ça, mais en plus il a montré que cette valeur est à peu près constante sur le spectre des systèmes qu'il a étudiés sur des grandeurs habituelles qui sont manipulées. Ok? Donc on a à peu près un spectre en bruit qui se réduit à ça. Alors, il faut bien voir que le bruit, il faut prendre ça comme un bloc qu'on ne peut pas modifier. Ce bloc, ce bruit, ici, je le note sous la forme quadratique, parce que cette densité de bruit est liée au carré de la tension RMS. Pas à la tension RMS, au carré. Ce bruit qui représente en fait la surface ici. Ce bruit, il est constant en tant qu'énergie. Pour un signal donné, le bruit, il est constant. Il est dans le signal et il est toujours fixé à une valeur donnée. C'est une valeur constante. Donc, ici, si j'ai échantillonné donc, jusqu'à cette fréquence-là, ici, je vais avoir une valeur faite de telle sorte que j'ai conservé la valeur maximale ici. Ici, cette valeur que j'ai notée S, c'est ce fameux P carré sur 12. C'est la surface. Donc la valeur ici, là, de bruit quadratique d'un système échantillonné à Fs sur 2 vaut, ici, S sur Fs sur 2. Okay?
Donc ici, on va l'écrire sous la forme égale P carré sur 12 fois 2 sur Fs. Cette valeur-là, elle est définie par ça. Bon. Le bruit est une énergie qui est insécable. Après, ce qui va changer, c'est la manière dont c'est distribué. Bon, eux, ils ont montré que c'était à peu près constant, tant que cette fréquence-là n'a pas de corrélation avec la succession de droites dont le bruit est constitué. S'il commence à y avoir une corrélation, on ne va plus avoir quelque chose de plat, mais on risque d'avoir des pics. On risque d'avoir quelque chose qui va varier. Mais, même si la forme va varier, ce S va rester le même. Donc ça, alors il faut vraiment imaginer que le bruit est une espèce de paquet d'énergie qu'après on peut disposer comme on veut. Mais on ne peut pas le supprimer, on ne peut que le déformer ou en changer la manière dont il est distribué. Mais c'est tout, on ne peut pas faire autre chose que ça. Alors, maintenant je me dis quoi? Moi je travaille dans cette bande de fréquence. On va dire on est sur le cas du CD, donc aussi on est à 22 kHz 0,5. C'est ma plage de travail. Mes signaux sont toujours là-dedans. Alors je me dis, bon, je vais travailler à un Fs différent, plus grand. Je vais avoir ici un Fs' qui est un Fs, un coefficient Fs. Enfin, Fs' sur 2. C'est-à-dire que moi maintenant, mon système, je vais prendre mes valeurs, je vais suréchantillonner et je vais refaire un nouveau set de valeurs, mais qui sont des valeurs à une fréquence d'échantillonnage supérieure. Mais j'imagine, j'ai un système qui permet de me faire ça. Je prends mes valeurs qui sortent tous les temps et j'en extrais un autre set de valeurs qui sont tous les temps plus courts. Voilà. Comme ici, on a le même signal. Donc le même contenu énergétique au niveau du bruit, cette valeur S ne va pas bouger. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, comme maintenant je suis passé d'une bande de fréquence d'ici à une bande de fréquence plus large, j'ai forcément, pour conserver le S, j'ai forcément dû baisser la valeur ici. Et ici, elle a baissé, alors attention, ici je suis toujours en valeur quadratique, elle a baissé de, ici, epsilon prime carré, c'est epsilon carré sur alpha. On a baissé d'une valeur alpha. Tout simplement parce que l'énergie étant toujours la même, elle a été diluée sur une largeur de bande plus grande. Hein? Alors, ça veut dire que si j'arrive à suréchantillonner un système, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est exclusivement cette bande passante, le reste, je m'en fous, mais en fait, mon bruit, globalement, sur cette zone-là, a diminué. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon rapport signal sur bruit. Parce que simplement, j'ai pris une partie de l'énergie de bruit qui m'embête, et je l'ai foutu dans un endroit qui ne m'intéresse pas. Pratique. Donc, ça veut dire que là, j'ai un autre moyen d'augmenter mon rapport signal sur bruit. Simplement, je prends un système qui a été échantillonné à une valeur, je le suréchantillonne après coup. Alors pour suréchantillonner, c'est simple, on ajoute des échantillons entre. Alors comment on suréchantillonne? Alors là c'est très simple. On a nos valeurs ici, là, là et là. On va suréchantillonner par exemple ici 2 fois. Donc j'insère des zéros entre. Je passe le système sous par exemple un filtrage numérique quelconque, ce qu'on appelle un interpolateur, et il va générer des valeurs intermédiaires ici, qui vont être calculées à partir des échantillons qui sont autour et qui sont existants. La manière la plus simple de faire ça, c'est de faire un filtre passe-bas numérique calé sur cette fréquence-là, ce qui fait que ça va lisser, ça va mettre directement, automatiquement les valeurs là à des valeurs de telle sorte que les variations entre chaque restent dans la bande qui nous intéresse. Bon, après c'est de la technologie numérique, c'est pas trop le sujet, mais disons, il est facile de suréchantillonner un signal après coup, de passer d'un signal, par exemple, qu'on a acquis d'un CD, qui est sur un ordinateur, et le convertir, et le suréchantillonner 4 fois par pur calcul numérique, et à la fin, on a un fichier qui a été 4 fois plus gros,
qui est suréchantillonné. Sauf qu'on n'a pas augmenté la bande passante du morceau qui a été stocké, il est toujours le même. Par contre, le bruit, on l'a dilué sur une beaucoup plus large bande de fréquence. Et comme nous, ce qui nous intéresse après, de toute façon, c'est de mettre un filtre et de virer tout ce qui ne nous intéresse pas là-bas, parce qu'il faut toujours virer de toute façon ce qui sort, mais on a récupéré qu'une fraction du bruit qu'on avait au départ. Donc, cette fameuse formule qui est égale à 602n plus éventuellement 1,76, on peut aussi rajouter plus quelque chose qui dépend de alpha, qui dépend de une constante de suréchantillonnage, de alpha. Alors, ce f de alpha, ici on travaille avec des tensions. On ne travaille pas avec des valeurs quadratiques. Hein, on travaille avec des valeurs RMS, pas avec ça. Donc, ici, si je descends à l'équivalent, mais en epsilon, c'est RMS, je vais passer d'un système à, ici, un système qui est, ici, fois 1 sur racine de alpha. En fait, en valeur RMS, la tension de bruit a été diminuée par la racine de la valeur du suréchantillonnage. Tout simplement parce que l'énergie avec qui reste constante est dans un monde en tension quadratique, en puissance, hein, sont liées. Alors que nous, ces formules-là sont liées en valeur RMS directement, donc on est forcé de prendre la racine de ça. C'est pour ça qu'en valeur RMS, on passe à la racine carrée de alpha, et non pas alpha. Hein. C'est là où le calcul avec des bruits ne ressemble pas au calcul avec des tensions normales. Quand on calcule avec des bruits, on calcule avec des carrés. On somme des carrés, et après, quand on veut retenir des valeurs RMS ou des choses comme ça, on prend des racines carrées. C'est pour ça qu'on se retrouve dans les notions de bruit avec des nanovolts par racine de Hertz. Parce que, en fait, le vrai bruit travaille en nanovolts carrés par Hertz. Hein. Donc ça, c'est bon. J'ai un épisode prévu sur le bruit, la notion de bruit et de l'électronique à bas bruit. Et toutes ces valeurs-là, on les manipulera beaucoup plus. Mais disons que ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir que, parce qu'on doit conserver une surface, en fait, on se retrouve à diminuer le bruit d'un facteur racine de n. Alors ici, je suis en décibels. Donc, comme en fait, c'est un facteur multiplicatif devant le bruit, hein, en fait, lorsqu'on va passer en décibels, ça va simplement rajouter une constante. Hein. Ici, ça c'est du log, il y a du logarithme, c'est du décibel. Donc, comme en fait le bruit va être multiplié, enfin il va être divisé par 1 sur racine de alpha, en fait on va se retrouver ici avec plus quelque chose. Donc, si on considère que en plus du bruit, on fait un suréchantillonnage, on peut augmenter la dynamique qui peut se retrouver sous la forme 6,02 plus 1,76 si on l'inclut, plus, alors ici ça va être 20 log de racine de alpha, ou 10 log de alpha. C'est pareil. Ça c'est racine, log ça fait 1,05. Et ça on le voit aussi de temps en temps, lorsqu'on inclut un suréchantillonnage dans un système, on retrouve ce coefficient 10 log du rapport entre la fréquence d'échantillonnage d'origine et un suréchantillonnage. Et en faisant ça, on augmente la dynamique. Alors, c'est pour ça que cette affirmation de la dynamique du CD est de 96 décibels, mais moi je peux, alors j'ai une feuille de calcul ici que j'ai faite, je peux, moyennant un suréchantillonnage après coup, hein, je fais l'acquisition du CD, et je fais un suréchantillonnage après coup du fichier que j'aurai acquis, mais si je passe de 16 bits avec... Alors si je fais simplement une application numérique de ça. 16 bits avec, on va dire, un suréchantillonnage fois 1. Alors, selon la formule, si on met 6,02 ou si on met le 1,76, donc, bon, je ne mets pas le 1,76. Hein, c'est pas grave, on est en triangle. Donc, on se retrouve avec 96,3 décibels de rapport signal sur bruit. Mais si je fais
un suréchantillonnage, ici j'ai pris quoi comme exemple? Par exemple, x8, on va se retrouver avec un rapport signal sur bruit de 114. 4 décibels. Donc, je peux très bien dire, parce que ça vient d'un CD à l'origine qui est le même, sauf que mon rapport signal sur bruit est devenu de 114,4. Alors, on se dit, mais c'est quoi ces conneries? Le truc c'est le même, le bruit c'est le bruit. Ça, ce bruit-là est un bruit intrinsèque au traitement. Ça n'a rien à voir avec le bruit qu'il y aurait dans le signal d'origine. C'est le bruit rajouté par le fait qu'on passe dans un système où on manipule des nombres qui ne sont pas d'une précision infinie. Okay? En faisant ça, on rend le système plus fiable dans le traitement. On n'a pas rajouté de l'information, on a simplement rendu le système meilleur dans la manière de traiter les choses. Alors, vas-y, mais comment c'est possible d'augmenter comme ça le rapport signal sur bruit, alors que, qu'est-ce qui se passe si je regarde, toujours pareil, ici, je suis dans l'erreur. Temps. Ici, donc j'ai ici plus 0,5 fois le pas et moins 0,5 fois le pas. Et je suis à un moment où mon erreur, elle fait ça. Puis avant, elle faisait ça, puis elle continue comme ça. Tiens, alors à un moment, je l'ai échantillonné comme ça, donc j'ai pris, en fait, dans la vraie vie, c'est pas continu, ça, il y a un échantillonnage qui a été fait. Hein. L'échantillonnage a eu lieu et l'erreur vaut tant à chaque pas d'échantillonnage. Hein. Voilà, j'ai fait ça, mon erreur, c'est ces points-là. Maintenant, je suréchantillonne, mon erreur, ça va être ces points-là, plus, admettons, si je suréchantillonne 2 fois, des points supplémentaires, machin. Mais en soi, l'erreur, elle n'a pas changé. Pourquoi tout d'un coup, on se retrouve avec un bruit, un rapport signal sur bruit meilleur? Hein? C'est pas parce qu'on a rajouté des points que ça fait ça en soi. Pourquoi le rapport signal sur bruit est meilleur? Parce que quand on a échantillonné, à une fréquence donnée, ces triangles-là, qui sont un bruit, ont un spectre. On peut le décomposer en série de Fourier, on peut prendre le spectre de ça. Ce sont des triangles, ils ont un spectre théoriquement infini. Okay? Sauf que, au départ, on est à Fs. Donc, ma bande passante, elle est dans Fs sur 2. Et ce bruit, qui est une succession de triangles de largeur plus ou moins grande, contient un nombre d'harmoniques infini et a une bande passante infinie. Mais comme mon système échantillonne à Fs sur 2, tout le bruit qui est émis, qui va jusqu'à l'infini ici, est de toute façon remis là-dedans. Donc ici, pourquoi ça reste à peu près constant? C'est parce que ici est remis tout le bruit qui a été généré à des fréquences plus élevées que ça, parce que le système fournit une erreur en dents de scie, et l'aliasing fait que ça réinjecte en permanence le bruit extérieur là-dedans. Et ce qu'on voit ici, c'est tout le bruit fréquentiel de ces signaux d'erreur en triangle qui a été ramené sur la bande qui est limitée par le théorème de Shannon. Mais quand on multiplie cette fréquence d'échantillonnage qu'on passe ici, ce même volume énergétique dû aux harmoniques dues au triangle, ils ne sont pas ramenés ici, ils sont ramenés ici. Mais la quantité, elle, globale, étant la même, au total, toute la partie extérieure là était ramenée par l'aliasing, mais au total, on a la même chose, on a le même contenu. Le signal d'erreur est le même. D'ailleurs, j'ai rajouté des points, mais ça ne change rien sur la forme du signal. Comme il reste le même, et que son contenu harmonique n'est plus non plus limité à ça, et donc ramené ici, ce qui fait que ça va monter plus haut globalement, lorsqu'on va sommer tous les harmoniques de tout le bruit, ça va monter à un niveau. Si on le remet sur quelque chose de plus large, ça va monter à un niveau plus faible, parce que c'est dilué sur une largeur plus large. Elle est là la différence. Elle n'est pas au fait qu'on a changé l'erreur, elle reste toujours la même. C'est au fait que la limite en fréquence du système due à l'échantillonnage, qui est le théorème de Shannon, fait que le repliement va se faire sur une bande plus ou moins large, et donc l'accumulation de tous les harmoniques de ce signal d'erreur vont
atteindre un niveau plus faible parce qu'on va le diluer sur une largeur plus grande. Voilà en quoi le système fait que le rapport signal sur bruit s'améliore lorsqu'on monte en fréquence d'échantillonnage. C'est uniquement à cause des harmoniques du signal d'erreur qui sont dilués et repliés sur une largeur plus grande. C'est un système c'est assez malin hein, comme truc. Et en fait, c'est divisé par la racine du rapport des fréquences. Ici, c'est sur 2. Sur 2. Voilà, donc, voilà une explicitation de ce qu'on pourrait nommer rapport signal sur bruit d'un système numérique à n bits et suréchantillonné un certain nombre de fois. Là, on a une vision plus globale de ce qu'on peut faire sur un système et pour, disons, cerner un peu ce que peut être le rapport signal sur bruit dans différentes situations. Alors, je vais finir pour introduire quelque chose dont on entend souvent parler et qui reste très mystérieux, c'est cette notion de noise shaping et une notion de, par exemple, de modulateur delta sigma ou de choses comme ça. Alors, on se dit, si cette surface-là, qui correspond à l'énergie de bruit, est constante, et si j'avais un système qui me déforme ça, et qui, par exemple, ferait non plus un truc plat comme ça, mais qui ferait quelque chose qui serait plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il prendrait des bouts là et puis qu'il la refoutrait ici, parce que nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est toujours cette zone-là. Si j'ai pris un CD et que j'ai suréchantillonné, de toute façon, le reste en suréchantillonnage ne m'intéresse pas en tant que données. Toutes les données sont contenues ici. Donc tout le reste, à la limite, de toute façon, ça va être supprimé par un filtrage. Le suréchantillonnage ici ne sert qu'à améliorer le rapport signal sur bruit. Il ne sert pas à créer de l'information. Hein. L'information est toujours là et c'est toujours filtré à cette fréquence-là. Mais si le bruit, au lieu d'avoir un bruit constant, le bruit, j'arrivais par un système, disons, à en prendre un bout et le ramener de l'autre côté, c'est-à-dire diminuer d'un côté pour remonter de l'autre, sachant que je ne peux pas changer sa surface. On a toujours la surface, ici on va dire toujours P carré sur 12. Hein, je me dis, c'est cool parce que vu que j'ai besoin que de ça, le bruit a été sérieusement abaissé, et là il y en a plein, mais je m'en fous. Je m'en sers pas. Alors, cette action de modifier la forme du bruit en prenant un bout et le remettre de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le noise shaping, c'est-à-dire remettre en forme le bruit. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Les modulateurs delta sigma permettent de le faire. C'est une technique pour pouvoir le faire. Et en plus, ils le font tellement bien qu'on n'a même plus besoin d'avoir n bits, un seul suffit. On suréchantillonne à mort, ce qui permet déjà de baisser le niveau, et en plus on prend quasiment tout dans la bande ici et on le ramène à l'extérieur. Ce qui permet avec un bit d'obtenir des rapports signal sur bruit gigantesques, ce qui est magique. Alors il y en a qui font encore mieux, où ils prennent un petit nombre de bits ramenés à du noise shaping et avoir des modulateurs delta sigma beaucoup plus avancés sur un petit nombre de bits pour obtenir alors là des choses qui sont extrêmement basses. Par contre, une fois sorti, alors le bruit explose et c'est carrément, on est au-delà du signal lui-même. Mais on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Donc là, c'est super. Alors, ce noise shaping, alors il y a différentes versions, il y a différents ordres. C'est un système contre-réactionné. Alors, le noise shaping existe dans le domaine analogique, il existe dans le domaine numérique. C'est un concept beaucoup plus universel qu'on pense. Il est utilisé dans les DAC, dans les ADC, il peut être utilisé indépendamment au milieu. C'est une technologie de modulation qui permet de faire certaines choses, dont moduler le bruit et ramener une portion de bruit vers une autre bande. Alors il y a une notion d'ordre, ce qui permet de monter le bruit avec une certaine pente, ça permet aussi de monter le bruit avec une pente beaucoup plus élevée, etc. Donc voilà, bon. C'est un autre monde. Mais cette manière de modifier le bruit pour le mettre dans une bande qui ne nous intéresse pas, c'est le concept de noise shaping. C'est facile à comprendre, après on pourra éventuellement l'étudier s'il y a besoin, mais on voit un peu mieux à quoi ça sert ça. Et pourquoi on se retrouve avec des trucs à 1 bit, et du noise shaping, et que ça marche, et qu'on se retrouve avec des DAC avec 24 bits, puis dedans on se retrouve avec des modulateurs 1 bit. On se dit, comment c'est possible? En fait, c'est grâce à ces techniques-là qu'on peut carrément sacrifier le nombre de bits et avoir un fil qui va très vite, et donc le système va expurger le bruit, l'amener en haute fréquence, dans une zone qui ne nous intéresse pas. Et ça,
c'est une manière maintenant moderne, c'est à peu près universel, c'est une manière de faire du traitement numérique, c'est la manière dont travaillent les DAC de haut de gamme et des choses comme ça. Maintenant, on ne fait plus du R2R avec un suréchantillonnage de 0, pas de 1. Maintenant, on fait des trucs comme ça qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin et qui sont assez faciles à implémenter. Donc voilà. Donc la conclusion, c'est que la phrase dire 96 décibels, c'est la dynamique du CD, et en fait, c'est vrai, mais dans une seule situation particulière. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, et on a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça. Et finalement, on ne peut pas dire que le CD est un support vicié parce qu'il n'a qu'une dynamique de temps. On peut, avec un CD, obtenir des dynamiques beaucoup plus grandes pour peu qu'on applique certaines technologies dessus. Donc, si ici on peut obtenir un rapport signal-sur-bruit de 114 décibels en faisant un suréchantillonnage de 64, ce qui est tout à fait possible pour du 44 kHz, on pourrait le faire. Alors, si on rajoute du noise shaping, on peut obtenir des valeurs absolument colossales. Donc, en 24 bits avec 64, en suréchantillonnage 64, on obtient des rapports signal-sur-bruit de 160 décibels. On obtient des valeurs totalement extravagantes. Bon, elles n'ont plus aucun sens parce que les signaux eux-mêmes, de toute façon, sont bruités en eux-mêmes. Et les conversions en elles-mêmes rajoutent d'autres problèmes qui sont bien plus importants que ces valeurs-là. Donc, il y a d'autres problèmes qui viennent interférer avec ça et ça ne sert plus à rien d'aller chercher des valeurs extrêmes en montant le suréchantillonnage à mort, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on comprend maintenant un petit peu mieux ce qu'il y a derrière ces notions-là. Et puis voilà. Alors, à la prochaine, si tout va bien.